Bonsoir à tous. Éclairage dans cette édition sur l'Irlande du Nord, confrontée depuis fin mars à de nouvelles violences entre unionistes, protestants, défenseurs de l'appartenance au Royaume-Uni et nationalistes catholiques, partisans de la réunification avec l'Irlande. Alors, les événements actuels ravivent la mémoire des Troubles, la guerre civile qui a déchiré les deux communautés durant 30 ans et qui a pris fin en 1998 avec l'accord du Vendredi Saint, mais cette paix semble aujourd'hui menacée. On va en parler dans un instant avec notre invité, Christophe Gillissen, qui est professeur d'études irlandaises à l'université de Caen-Normandie. Mais pour commencer, quelques repères. L'Irlande du Nord, créée il y a tout juste 100 ans, est l'une des 4 nations du Royaume-Uni, occupant le nord-est de l'île d'Irlande, qu'elle partage avec la République d'Irlande, État indépendant. Sa capitale est Belfast. Elle est peuplée d'1,8 million d'habitants. Sur le plan religieux, d'après le recensement de 2011, les protestants sont majoritaires avec environ 48,4% de la population, les catholiques 45,1%, les sans religion 6,5%. Ces chiffres, précisons-le, incluent les personnes élevées dans l'une des deux religions, même si elles ne sont plus croyantes. Mais la démographie évolue puisque selon les projections pour 2021, les catholiques devraient atteindre la parité à 46% et 46% pour les protestants. Les catholiques pourraient devenir le premier groupe religieux en Irlande du Nord. Christophe Gillissen, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, l'histoire de l'Irlande du Nord, elle est quand même très complexe. Mais dites-nous, on ne peut pas comprendre les événements qui secouent la région depuis fin mars, même s'il y a en quelque sorte une trêve depuis le décès du prince Philippe. On ne peut pas comprendre ce qui s'est joué sans quand même revenir sur l'histoire troublée de cette province. C'est fondamental, je crois, effectivement, pour comprendre ce qui est en cours actuellement. L'anniversaire, les 100 ans de la création de l'Irlande du Nord suscite des débats. Comment peut-on commémorer cela? Est-ce que c'est une cause de réjouissance pour la plupart des Nord-Irlandais? Non. Il faut comprendre que la frontière qui a été tracée il y a 100 ans visait à créer un territoire où les protestants seraient majoritaires. Ils seraient les 2 tiers, ils détiendraient le pouvoir. Ce qui a été le cas pendant plus de 50 ans, et malheureusement, ils ont utilisé ce pouvoir pour se maintenir, pour se renforcer, et ils ont donc discriminé contre la minorité. Et les catholiques. Absolument, la minorité catholique. Et donc, c'est cette relation-là, caractérisée par la domination et la discrimination, qui a abouti au conflit que vous évoquiez, la guerre civile 1968-1998. Les catholiques revendiquant les droits équivalents, droits civiques équivalents à ceux des protestants. On va revenir, avant d'en parler plus en détail avec vous, à ces violences actuelles qui ont éclaté fin mars en Irlande du Nord. De très jeunes unionistes armés de briques et de cocktails Molotov ont affronté les barrages de police pour montrer leur mécontentement face au projet de frontière en mer du Nord, conséquence du Brexit. Alors, comment les catholiques nord-irlandais ont-ils vécu ces émeutes? Écoutons le père Paul Farren, administrateur de la paroisse Saint-Eugène à Derry, 2e ville d'Irlande du Nord, précisément où ont démarré ces violences. It is very sad because we want to live in peace and we should live in peace. And anything, that causes violence is regrettable. It's deeply regrettable that adults seem to be inviting young children and young people out to be violent. And that's not the society that we want to live in. I suppose the first thing that we always have to do is to be in communication with our sisters and brothers in the other churches. But we must be very clear that this is not a religious led violence at all. This is at best politics, and maybe not even that. But I think that we always have to be giving an example and good example of how to live together and how to respect one another. I hope and pray that the peace is not threatened. And these are small incidences that get widespread coverage, but the vast majority of people in the north of Ireland are living in peace, and they respect their sisters and brothers of different political persuasions and different religious persuasions. So
I would be confident in the peace, and I'm confident in the people of the north of Ireland. Voilà ce que dit le père Farren. Vous êtes d'accord avec cela? Finalement, la majorité des Nord-Irlandais, qu'ils soient catholiques ou protestants, vivent bien ensemble. Est-ce que c'est le cas? Oui, j'aurais tendance à être d'accord, mais en précisant malgré tout que la plupart des protestants et la plupart des catholiques mènent des vies parallèles, séparées en quelque sorte. C'est très flagrant dans les quartiers de Belfast. Vous avez des quartiers qui sont clairement identifiés comme des quartiers protestants, des quartiers clairement identifiés comme étant catholiques. Et puis il y a ce fameux mur de démarcation. Vous avez ce qu'on appelle les murs de la paix qui les séparent, hein, parce que c'est à l'interface entre ces quartiers que les émeutes et les violences souvent démarrent. Et si vous êtes un jeune protestant ou une jeune catholique, le soir, vous rentrez chez vous, vous allez contourner un quartier qui n'est pas le vôtre. Vous voyez ? Donc, c'est des vies très séparées, au travail, à l'école, c'est les écoles catholiques, les écoles protestantes. Il y a peu de points de rencontre ? Il y a peu de points de rencontre. Alors, le milieu professionnel est davantage mixte. Il y a le centre-ville de Belfast, où tout le monde va faire ses courses le week-end, etc. Mais les interactions sont assez limitées. Vous voyez ? Et comme vous le disiez, la vie au quotidien, dans les quartiers, dans les écoles, dans les maisons, ben, c'est souvent au sein de sa propre communauté. D'accord, donc ça perdure. Donc une paix sans doute fragile. Le père Farren souligne, il y a des manifestants qui sont extrêmement jeunes, des 12, 13, 14 ans. Qu'est-ce que ça dit de cette jeunesse nord-irlandaise qui a été un peu mise en première ligne? D'abord, pourquoi et voilà, qu'est-ce que ça révèle? Alors, ça révèle plusieurs choses, à mon sens. D'une part, ces émeutes ont lieu dans les quartiers déshérités de l'ouest de Belfast, les quartiers ouvriers, les quartiers populaires. Après plusieurs mois de confinement, hein, si vous êtes un jeune adolescent, vous avez envie de prendre l'air, alors sans vouloir présenter ça de manière triviale, il y a un côté qui relève presque du divertissement, une transgression aussi qu'en adolescence. Et bon, ça fait partie de la culture de Belfast. Hein, les grandes émeutes de Belfast ont débuté dans les années 1850. Il y en a eu régulièrement, et depuis 1998, c'est-à-dire les accords de paix, il y en a très souvent. Donc, ça n'a rien de très nouveau. La seule inquiétude, en fait, c'est jusqu'où est-ce que ça peut aller. Parce que le conflit en 1968 a débuté par des émeutes de ce genre. Donc la question qui se posait, qui semble aujourd'hui avoir une réponse plutôt encourageante, la question qui se posait, est-ce que ces émeutes vont déboucher sur quelque chose de plus grave ou non ? Bon, il y a eu effectivement une pause, un répit, peut-être une fin à ces émeutes. Mais ça montre aussi que donc, ces jeunes vivent dans une culture où l'émeute, voire la violence, n'est pas forcément répréhensible. Au contraire, elle peut avoir une dimension valorisante par rapport aux années du conflit qu'ils n'ont pas connues et qui ont peut-être acquis un statut un petit peu mythique. Hein, ceux qui se sont battus pour leur groupe, pour leur communauté, qui ont parfois donné leur vie, il y a un statut quasi héroïque dans cette posture-là qui peut les attirer. Qui se transmet. Ça ravive ses souvenirs, douloureux sans doute, mais dans le fond, les raisons profondes, les inquiétudes des unionistes aujourd'hui, quelles sont-elles ? Alors, l'infographie présentée au début était très intéressante. En 1921, l'Irlande du Nord inclut à peu près 2/3 de protestants. Ils sont les maîtres. La démographie a évolué. Depuis 2011, c'était indiqué qu'ils ne sont plus majoritaires dans l'absolu. 48%, ils n'ont plus les 50%. Et cette année-ci, sans doute, on attend les résultats du recensement qui est en cours, ils seront au mieux à égalité avec les catholiques, voire peut-être dépassés. Donc il y a là un changement de statut de cette population qui était majoritaire et dominante, qui devient minoritaire. Et les accords de paix prévoient la possibilité d'un référendum. On consulte les habitants d'Irlande du Nord pour leur demander s'ils souhaitent ou non la réunification avec la République d'Irlande. Dès lors qu'ils sont minoritaires, cette réunification devient possible. Et il faut comprendre que pour les unionistes, l'objectif central, primordial, c'est maintenir l'union entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Donc être minoritaire, c'est potentiellement la fin de l'union. Être minoritaire, il y a là quelque chose d'assez anxiogène. Il y a également un sentiment de dépossession.
de perte, et je crois que ça aide à comprendre ce malaise qui a été cristallisé par le Brexit. Parce que le Brexit, pour l'instant, le protocole nord-irlandais s'est traduit par des contrôles douaniers en mer d'Irlande. Les biens qui viennent de Grande-Bretagne, lorsqu'ils arrivent dans le port de Belfast ou d'autres ports nord-irlandais, sont contrôlés. Il y a des déclarations en douane, il y a des formalités, c'est très complexe, mais ce n'est pas à véritablement parler une frontière. Malgré tout, du point de vue symbolique, c'est perçu comme le début d'un processus qui va aboutir à la réunification. D'une mise à distance. Exactement. Il y a plus concrètement le fait qu'un certain nombre de produits connus qui sont importés de Grande-Bretagne, on ne les trouve plus dans les rayons des supermarchés parce que les procédures douanières sont tellement complexes que les grandes enseignes ont préféré attendre et ne plus livrer ces produits-là. Donc, dans la vie du quotidien, vous n'avez plus telle chose pour le petit déjeuner. Bon, c'est très anecdotique, mais ça symbolise un manque à votre table, chez vous. Et donc, ce Brexit suscite énormément d'inquiétudes, effectivement. Oui. Avec des effets sans doute aussi sociaux, au-delà de ces blocages administratifs, il y a aussi ce qui pourrait rejaillir sur la population, fragiliser aussi des personnes. Oui. Il y a toute la question de l'impact économique du Brexit qui se pose. On ne peut pas la mesurer à ce stade. Tout ce qu'on sait, c'est que l'impact sera forcément négatif. Il n'y a aucun avantage à attendre. Le seul avantage qu'une catégorie pouvait espérer, c'est les pêcheurs, qui pouvaient espérer avoir accès à des eaux plus importantes et ne plus être confrontés à la concurrence des pêcheurs espagnols ou français. Même ça n'a pas abouti. Donc l'économie, avec la pandémie, le confinement, forcément, les choses ne sont pas très encourageantes. Donc du point de vue de l'emploi, du pouvoir d'achat, de toutes ces perspectives-là, l'horizon est assez sombre pour l'instant, oui. Alors on va revenir sur les évolutions démographiques que vous mentionniez. En 1998, le retour de la paix grâce aux accords du Vendredi Saint a lancé un processus massif d'immigration vers l'Irlande du Nord. De nombreuses populations sont arrivées de tout pays, ce qui modifie l'équilibre binaire unioniste protestant, républicain catholique, comme le souligne Monseigneur Noel Trianor, évêque du diocèse irlandais de Down and Connor à Belfast. Depuis 1998, l'Irlande du Nord, qui n'a jamais vécu une immigration, qui se sentait en tant que, je dirais, société binaire, a soudainement vécu une diversification de sa population, dans la mesure que des personnes sont arrivées, ils sont venus ici des Philippines, des Indes, je ne sais pas, de l'Europe centrale, orientale, de l'Afrique. C'est-à-dire, cette société, donc, sa démographie est en train de se diversifier. Alors, il ne s'agit pas aujourd'hui d'une société où dans les écoles, il y a simplement, je ne sais pas, des Blancs. Moi, je connais des écoles ici primaires à Belfast de l'Ouest, côté républicain, donc dans lesquelles il y a, je crois, une vingtaine de nationalités. Et ça c'est quelque chose, je veux dire, ça c'est une nouveauté pour cette société. Voilà, et cette diversité qui s'observe en Irlande du Nord, est-ce que finalement elle contribue, ça fait un appel d'air, ça contribue à la paix aussi, ou ça n'a pas d'incidence sur cette ambiance générale? Je pense que ça a été un facteur positif à certains égards entre les accords de paix de 1998 et le référendum sur le Brexit de 2016 parce que, comme ça a été très bien expliqué, ça permettait de sortir un petit peu de cette situation binaire. On était soit unioniste, soit nationaliste, soit protestant, soit catholique. Bon, avec cette variété plus grande, on peut revendiquer d'autres attitudes, avoir d'autres soucis, d'autres priorités. Et ça apparaît dans le système politique aussi, où des partis ni unionistes ni nationalistes ont connu un certain des gains électoraux, les Verts ou le parti de l'Alliance qui se veut intercommunautaire. Mais
il faut comprendre que cette immigration, qui est certes assez inédite en Irlande du Nord, reste malgré tout à une échelle très faible, et que le drame un petit peu du Brexit, le terme est peut-être exagéré, je ne sais pas, mais c'est que toutes ces avancées semblent avoir été perdues. Avec le Brexit, la question de la frontière est revenue au centre du débat. Comment se positionner par rapport à la frontière? Est-ce qu'on est unioniste ou nationaliste? Et donc cette porte qui semblait s'ouvrir s'est refermée en quelque sorte, en tout cas provisoirement. Alors 57% des Nord-Irlandais avaient voté contre le Brexit en 2016. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui si on interroge à nouveau les Nord-Irlandais? Alors, il y a eu toute une série de sondages très intéressants. Un sondage récent montre que 57% toujours des Nord-Irlandais estiment que le Brexit est une chose mauvaise. Mais un autre sondage a montré que si le même référendum avait lieu aujourd'hui, il serait près de 70% à voter contre le Brexit. D'accord. Donc des chiffres qui ont quand même bougé. On en vient au rôle des églises pour la paix. Le 13 avril, les responsables chrétiens d'Irlande du Nord ont appelé les dirigeants politiques de Belfast, Dublin et Londres à protéger de manière unie le fragile accord du Vendredi Saint de 1998. Globalement, quelle a été la contribution des églises à travers cette histoire? Si on repart brièvement des années, des décennies de guerre civile. Alors, c'est un vaste sujet. On peut signaler 2 ou 3 choses. De manière générale, les églises, alors l'Église catholique et la plupart des églises protestantes ont toujours, de manière assez prévisible, plaidé pour la paix. La violence ne se justifie pas. Alors, il peut y avoir des circonstances un peu particulières où des membres de l'IRA, par exemple, certains sont ou étaient des catholiques convaincus qui allaient à la messe tous les matins. Et avaient donc l'approbation, d'une certaine manière, la bénédiction, si j'ose dire, du prêtre de paroisse qui les connaissait forcément. Mais là, ça relève sans doute plus de la pastorale que d'autre chose. On note que dans les années 90, ce qui relance un petit peu les négociations et ce qui aboutit aux accords de paix, c'est le rôle joué par certains membres du clergé. Je pense notamment au père Alec Reid, qui était dans un monastère de Belfast et qui a joué le rôle d'intermédiaire entre différents groupes catholiques, entre les nationalistes d'Irlande du Nord et le gouvernement de Dublin, et dont le rôle a été assez largement salué. Et par la suite, il a d'ailleurs été invité au Pays Basque, où le conflit n'était pas non plus fini, pour essayer d'apporter peut-être un éclairage et apporter une expertise. Donc il y a eu des contributions tout à fait appréciables. Il y a peut-être aussi des positions qui ont été moins favorables. Le fait de défendre à tout prix un système d'école catholique pour élever les jeunes catholiques dans la foi, etc., ça fait partie des missions de l'Église, mais ça a contribué sans doute à ce manque de contact entre les deux groupes. Et aujourd'hui, les Églises, justement, quel rôle pour la pacification? La pacification, elle en est où? Alors, je crois que les églises aujourd'hui, comme beaucoup de gens de la classe politique, et pas seulement en Irlande du Nord, estiment que le conflit est à peu près fini, réglé. Il y a un cadre politique, un cadre constitutionnel, et donc l'objectif est d'accompagner cette population qui connaît des phénomènes qui sont beaucoup plus avancés ailleurs en Europe, une certaine sécularisation, une certaine perte de la foi. Il y a il y a des catholiques ou des protestants en Irlande du Nord qui le sont uniquement du point de vue sociologique ou communautaire. On est catholique parce qu'on fait partie du groupe, de la communauté, mais on peut peut-être ne plus être croyant, ne plus être pratiquant. Donc l'Église joue un rôle par rapport à ça. Elle est très présente aussi par rapport aux conditions difficiles dans les quartiers populaires. L'Irlande du Nord oui, tout à fait, est l'une des régions les plus pauvres du Royaume-Uni, et il y a des inégalités assez fortes entre les classes les plus aisées et les classes les plus modestes.
et c'est dans ces viviers-là qu'on trouve les futurs émeutiers éventuellement, ou les futurs paramilitaires, si jamais il devait y avoir une reprise des violences. Et de manière générale, le discours est celui d'encourager à la réconciliation et de favoriser éventuellement, dans certains cas, des contacts avec des personnes de l'autre côté. D'accord. Un travail de terrain, donc on le comprend bien, cette paix fragile, cette paix qui est un travail continu en réalité. Et qu'il faut protéger, en raison de sa fragilité, effectivement. Et on voit, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, que le nouveau président des États-Unis, qui est lui-même d'origine irlandaise, a pris la parole pour appeler au calme et pour rappeler à quel point les États-Unis se sentaient responsables et garants des accords de paix. Merci beaucoup Christophe Gillissen d'être venu nous apporter votre décryptage sur ce qui se vit pour les chrétiens d'Irlande du Nord. Et voilà, place à d'autres actualités qui ont retenu notre attention cette semaine. Les responsables chrétiens d'Ukraine lancent un appel à la paix face au déploiement de dizaines de milliers de soldats russes à la frontière de l'Est, qui fait craindre un conflit d'ampleur. Les représentants des églises et des organisations religieuses d'Ukraine ont signé un appel à la paix alors que les Ukrainiens fêteront ce week-end la Pâque orthodoxe selon le calendrier julien. Que la paix prévale, que les chants de Pâques et le son des cloches l'emportent sur les coups de feu, sur l'utilisation des armes, souligne dans Vatican News Monseigneur Shevchuk, le chef de l'église gréco-catholique d'Ukraine. De son côté, l'archevêque orthodoxe de Kiev, Monseigneur Zoria, joint par Stéphanie Tesson, revient sur cet appel commun à la paix. On l'écoute. Ukraine must achieve a just peace, not every kind of peace, because it's very important for Ukrainians, because occupation, it's another one kind of peace. It's but it's not a just peace, and we know from the European history, from the past century, that not every kind of the stop of war provides real peace in the future. As a church and as a representatives of religious community of Ukraine, we call all people who, especially who have a power to decide, to do everything what is possible in current situation to provide the best solution of this conflict and this aggression against Ukraine. J'ajoute que dimanche dernier, le pape François avait prié pour la paix en Ukraine lors du Regina Coeli. Génocide au Rwanda. Le père franco-rwandais Marcel Itayezu, arrivé en France à la fin des années 90, a été arrêté et mis en examen pour génocide et complicité de crimes contre l'humanité au Rwanda. Il était vicaire d'une paroisse dans le sud du diocèse de La Rochelle. L'enquête pourrait déboucher sur un procès en France, le prêtre ayant depuis 2011 la nationalité française et ne pouvant donc être extradé. Monseigneur Collomb, évêque de La Rochelle et Sainte, a, dans un message adressé à tous les prêtres et diacres du diocèse, assuré porter le père Itayezu dans ses prières, ainsi que toutes les victimes du génocide au Rwanda. Rapport de l'aide à l'Église en détresse sur la liberté religieuse. Une liberté de plus en plus menacée dans le monde. C'est le constat qui apparaît dans le 15e rapport très détaillé de l'aide à l'Église en détresse. L'AED publie ce panorama tous les 2 ans et s'inquiète de la détérioration de la situation. En effet, la liberté religieuse n'est pas respectée dans un pays sur 3 aujourd'hui, contre 1 sur 5 il y a 2 ans. Alors pourquoi les croyants sont-ils moins libres qu'avant? Explication avec Benoît de Blancpré, directeur de l'AED. Une des premières raisons que nous avons mises en avant, c'est la très forte dégradation de la situation en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, où les réseaux djihadistes se sont étendus au cours de ces dernières années. Donc nous considérons aujourd'hui que près de la moitié des pays d'Afrique sont gangrénés
par cette question du terrorisme islamiste. Et dans près de la moitié des pays en Afrique, la liberté religieuse n'est pas respectée pour tous les croyants. Alors, il y a un autre constat que nous faisons au niveau mondial, c'est que la crise sanitaire de Covid-19 a contribué à détériorer la liberté religieuse dans le monde pour bien des raisons très diverses. D'abord, comme les États étaient préoccupés et occupés à lutter contre la pandémie, eh bien, des groupes, notamment terroristes, djihadistes, en ont profité pour étendre leurs acquis territoriaux. Une autre raison, c'est que dans certains pays, notamment des pays nationalistes, avec un nationalisme ethno-religieux, comme en Inde ou au Pakistan, eh bien, les minorités religieuses n'ont pas eu accès aux mêmes soins que l'ensemble de la population. Alors, parmi tous les constats que nous faisons sur la liberté religieuse dans le monde, il y a un point positif que nous mettons en avant, c'est le pape François qui a initié de nombreux dialogues interreligieux pour montrer l'exemple, notamment la main tendue envers les musulmans. Et je pense que c'est des gestes qui sont très encourageants et il nous encourage chacun d'entre nous à suivre son exemple. Les évêques d'Haïti appellent à intensifier les prières pour la libération des otages. Après l'enlèvement le 11 avril de 10 personnes, dont 7 religieux, seule la mère d'un prêtre a été libérée depuis. Les évêques ont appelé à une nouvelle grève durant 3 jours de toutes les écoles, universités et institutions catholiques, à l'exception des hôpitaux et des centres de santé. Le 23 avril, les cloches résonneront à midi dans toutes les églises. Nous reviendrons sur la situation en Haïti jeudi prochain, 29 avril. Voilà, on termine ce journal sur la RDC où les confessions religieuses appellent l'Assemblée nationale à garantir l'indépendance, la neutralité et l'impartialité de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Elle souhaite que tous les membres de la CENI soient issus de la société civile. Le but de cette refonte, rassurer tous les candidats sur la crédibilité des élections de 2023. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site, ktotv.com, sur nos réseaux sociaux également. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à jeudi prochain. Au revoir.